Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de 76, le tout premier podcast francophone sur les Philadelphia Sixers. Je suis Amine et vous avez pu m'entendre par le passé chez Dunk Hebdo. Et en parlant de Dunk Hebdo, pour m'accompagner, le rookie DH de cette saison, mais aussi un fou de trade sur Twitter sous le pseudonyme d'Ilmatic, c'est Matt. Comment ça va Matt? Et enfin, on lance notre podcast sur les Sixers. Ouais, enfin, ouais, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on voulait le lancer. Bon, comme je disais en off, on choisit peut-être pas la bonne saison parce que c'est vrai que cette année c'est un peu compliqué pour nos chers Sixers, mais en tout cas, on va pouvoir parler de tout ça, faire un petit bilan et puis en tout cas ravi qu'on puisse enfin lancer cet épisode. Ouais, comme tu viens de le dire, aujourd'hui on va faire un bilan un peu de cette saison qui va être un peu triste je pense, mais bon, on va faire ce qu'on peut pour représenter au mieux la fanbase des Sixers. Avant de commencer, je voulais quand même faire quelques shout-outs. Donc je voulais d'abord dire un grand merci tout particulier à Ben, grand boss de Dunk Hebdo, qui tout simplement nous produit. Donc merci à lui. Merci aussi à Grégoire, aussi de Dunk Hebdo, mais aussi de Valley Hoop et du roster, qui nous a trouvé notre super nom 76. Et enfin, j'aimerais en placer une petite pour le Discord de 76ers France, créé par Vincent et qui est Vincent Alcool, qui nous a permis de nous rencontrer avec Matt. Donc voilà, si aujourd'hui on fait ce podcast, c'est un peu grâce à lui aussi. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses et parler de ce début de saison des Sixers, qui est, pour être poli, on va dire, très déprimant. Mm. Donc après une intersaison qui nous voyait être à nouveau très ambitieux avec l'arrivée de Paul George, et une saison précédente qui était plutôt encourageante, notamment sur le coaching de Nick Nurse, malgré la longue blessure d'Embiid et des playoffs qui étaient finalement un peu décevants, où on est sorti assez rapidement, mais bon, il y avait des explications. Et bah pourtant, après 35 matchs, 15 victoires pour 20 défaites, un Joel Embiid sur une jambe, il n'a joué que 13 matchs. On a la 23e attaque, la 15e défense, très peu de satisfaction. Matt, c'est à toi. Commençons par ton ressenti général sur ce début de saison. Bah ouais, comme tu as dit, il est pas très positif. Déjà, on avait fait un épisode avec Dunk Hebdo sur un peu le bilan. Bon, le bilan était encore plus négatif à ce moment-là. On va dire que ça va un peu mieux là depuis quelques temps, depuis un mois. Je pense que c'est aussi dû à un calendrier qui était beaucoup plus simple à gérer. Il y a eu aussi quand même un Joel Embiid qui a eu un stretch où il a joué plus de matchs. Bon, bah là, il s'avère que malheureusement, il est à nouveau blessé. On sait pas trop ce qu'il a. C'est une blessure au... Alors, on n'annonce plus une blessure au genou. Là, c'est une blessure au pied que j'ai l'impression qu'il s'est fait que, lors de l'échauffement contre les Celtics, là où il s'est pris un espèce de rambarde de sécurité. C'est toujours des blessures loufoques en plus. Donc, ce qui fait qu'on a un Joël qui est absent. Là, il est aussi annoncé absent pour le match de cette nuit. Puis, comme d'habitude, c'est le flou artistique. On n'a pas vraiment de timeline et on ne sait pas encore pour le moment. C'est en day-to-day en fait. Donc, il peut revenir à tout moment. Mais en tout cas, pour le moment, il est absent. Ouais, on a aussi appris cette nuit que Jared McCain sera absent toute la saison. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais ça a été confirmé. La bonne nouvelle, comme tu l'as dit dans la conversation justement de Dunk Hebdo, c'est que on va pas faire comme avec Joel Embiid avec son ménisque qui est retiré des petits bouts. On va vraiment traiter ça comme il faut, et bon, en espérant qu'il gardera toutes ses capacités, qu'il reviendra en pleine forme cette saison. Justement, en parlant de Jared McCain, je pense que, oui, voilà, je voulais qu'on aborde un petit peu les points positifs et les points négatifs. Jared McCain, malgré sa blessure qu'on pourrait considérer comme point négatif, fait partie des rares points positifs. Est-ce que tu peux me dire un peu tes points positifs, tes points négatifs sur ce début de saison? Bah oui, si je rebondis sur le point positif, je vois bah, McCain, effectivement. Alors le point négatif, c'est que malheureusement, il s'est blessé. Comme j'ai dit, effectivement, c'est bien qu'ils ont pu faire une réparation, parce qu'en fait, à savoir que c'est pas possible apparemment, c'est pas vraiment le médecin en fait. À force qu'Embiid se blesse au ménisque, on devient des experts sur ce genre de blessure, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le joueur qui choisit, ni en fait, c'est si le médecin peut le faire, il le fait. Et bon, par chance, apparemment, ça a pu être le cas, donc il n'y aura pas de soucis, en tout cas, normalement, dans le futur. Mais ce qu'on peut dire au niveau du jeu, bah oui, moi je trouve que c'est une entière satisfaction. Je m'en rappelle, au début de la saison, on n'était pas très content, la fanbase, enfin beaucoup se plaignaient un peu de ce choix, voulaient plutôt un trade.
Il y en a beaucoup aussi qui préféraient Dalton Knecht. Alors, lui aussi, visiblement, ça a l'air d'être un bon choix. C'est un rookie qui a réussi à bien performer avec les Lakers. Mais en tout cas, ça a été une véritable surprise. McCain, il a été rookie du mois de décembre, je crois. Et en tout cas, enfin, il était carrément parti pour être rookie de l'année si en tout cas il continuait à Clairement. performer comme ça. Et moi, ce qu'on en a vu offensivement, je m'attendais pas à ça. Moi, comme je disais dans la conversation du Discord, moi je trouve que excellent, enfin bon playmaker. Moi, c'est surtout son QI basket qui m'a frappé tout de suite. On sent qu'il prend les bonnes décisions à chaque fois. Comme je disais, il sait déjà gérer les trappes. Enfin, en tout cas, tout ce que tu demandes à un guard créateur rookie, moi je trouve qu'il avait déjà dépassé certaines attentes. On verra l'année prochaine, du coup, quand il reviendra. J'espère qu'on le retrouvera à un bon niveau. Mais c'est vrai que lui, c'est vraiment la satisfaction de ce début de saison. Ouais, c'était un petit peu comme tu dis, la satisfaction. Et puis le fantasme avec ce début de saison où on n'avait pas Joel Embiid, Paul George mettait du temps, mais toujours du temps d'ailleurs, à se mettre en route. Et on se disait, quand tout ça va se mettre en place avec le backcourt Maxey et McCain, et que les shoots vont commencer à re-rentrer, tout ça, on se disait, ça peut ressembler à quelque chose. Et puis finalement, patatras. Non seulement il y a beaucoup de choses qui ne s'arrangent pas, et McCain s'est blessé pour toute la saison. Donc malheureusement, déjà, ça rend les choses un peu plus compliquées. En point positif, moi j'avais quand même noté aussi le début de saison de Gershon Yabusele. Hmm. Je suis pas le premier à être cocorico et à soutenir absolument les Français, mais disons que Sixers, on a plutôt de la chance avec les Français, vu la saison que nous a fait Batum la saison dernière et le début de saison que fait Yabusele. Que ce soit en 4 à côté de Joël ou en pivot lorsque Joël n'est pas là, en tout cas, disons qu'Yabusele a été plus intéressant en pivot qu'un certain André Drummond, clairement. C'est une grosse satisfaction, ses shoots rentrent, il y a de l'énergie. Bon, après, le joueur, on le connaît, hein, c'est pas non plus le monstre des monstres, mais c'est une vraie satisfaction, une bonne recrue. Comme on n'en a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant des bonnes recrues par rapport à l'intersaison qu'on a fait, il faut souligner, je pense, le bon début de saison de Yabusele. Qu'est-ce que toi t'en penses, toi? Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que je l'avais aussi énoncé quand on avait fait le podcast avec les camarades de Dunk Hebdo, mais c'est vrai que c'est une satisfaction. Puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un contrat minimum. Donc Hmm. le fait qu'il performe comme ça, en fait, t'as pas besoin d'avoir une performance extrêmement élevée pour que le contrat que le contrat soit valable. En fait, il surpasse en fait son contrat tout simplement. Clairement. D'ailleurs, il y a un peu la fanbase qui commence un peu à paniquer en se disant, bah ça va être compliqué de le re-signer, mais oui, ça va être compliqué parce qu'en fait, on n'a pas les droits full bird, puisqu'en fait, on l'a signé pour un an au minimum. Donc, ce sera forcément soit une mid-level exception, pardon. Sauf que c'est ce que j'évoquais dans le chat, c'est que le problème de ça, c'est que tu te hardcap aux aprons et ça peut vite devenir compliqué. Mais en tout cas, le point positif, c'est qu'effectivement, en pivot, en tout cas offensivement, je trouve qu'au moins il permet à Maxi d'avoir un spacing optimal quand il est là, puisque du coup il stretch et il peut shooter à 3 points. J'ai l'impression que son shoot à 3 points, c'était un peu Ouais. la question début de saison. Ça a l'air de cliquer. En tout cas, là, je pense on commence à avoir un bon sample sur la saison. On arrive à la mi-saison. Je pense que là, on n'est pas sur une surchauffe. Je pense que vraiment, on a affaire à un bon shooter, contrairement au début qu'il était là avec les Celtics quand il a été drafté au tout début. Ben là, le shoot, c'était pas vraiment ça. Et là, on peut dire que le shoot est présent. Et en autre point positif, allez, moi, ce que j'ai bien aimé, en tout cas, quand tout le monde a joué, c'est la défense. Ouais. Où je trouve que par moment, on a vu que le fait d'avoir des ailiers polyvalents avec Caleb Martin, Kelly Oubre, Paul George aussi, où on y reviendra, je pense, Hmm. dans les points négatifs. Offensivement, c'est pas possible, mais par contre, je trouve que défensivement, il fait une très très bonne saison. Et du coup, bah, avec Embiid, même Maxi aussi, qui a fait Ouais. d'énormes progrès au playmaking défensif, moi je trouve que sur des petits bouts de match où tout le monde a réussi à être présent, on a vu quand même que cette défense pouvait être une top défense de NBA. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis bon, après, sachant que le personnel, comme tu viens de le citer, il est plutôt, on va pas dire qu'il est élite, mais il est très correct et très capable. J'avais peu de doutes sur le fait que Nick Nurse arrive à organiser une bonne défense encore aujourd'hui aux Sixers. Ce qui est un peu plus problématique, c'est le fait de continuer à organiser une bonne attaque comme il a pu le faire la saison dernière. Mais j'avais assez peu de doutes là-dessus. Mais tu as dit des choses très justes, hein, ouais. Les progrès de Maxi sont à souligner, hein, clairement. Et puis oui, on a
On a recruté Caleb Martin pour ça. Paul George, qui vit des moments difficiles en attaque, est toujours aussi bon en défense. On a vraiment un bon effectif pour jouer à la défense, même ceux qui sont un petit peu finis, on va dire, en attaque. On va dire que Kyle Lowry, quand tu le mets sur le terrain, pas une liabilité en défense encore maintenant. Donc voilà, t'as le personnel et effectivement, bon, même si ça se traduit pas énormément par les chiffres, on a la 15e défense, mais on a une meilleure défense qu'on a une attaque. Et puis la 15e meilleure défense, elle s'explique pas mal aussi par les nombreuses absences de Joel Embiid. On a des difficultés quand c'est André Drummond qui est titulaire au poste de pivot. Et puis Yabusele fait un bon taf, mais il est clairement undersized pour le poste de pivot. Et du coup, ça nous oblige à jouer beaucoup de small ball. Donc ça s'explique beaucoup par ça et pas par nos capacités défensives qui sont plutôt bonnes. Et quand Joël est là et en forme, on a une très bonne défense, je pense, dans la ligue. Ça, c'est clair. Je voulais juste revenir vite fait sur Yabusele, ce que tu disais, oui, ça sera difficile de le re-signer la saison prochaine, à part avec une mid-level, sachant que, si Tom me dira si je dis une bêtise, mais on peut lui offrir que 140% du cap avec le minimum, enfin 140% de son salaire actuel la saison prochaine. Donc quoi qu'il arrive, on devra le laisser filer à la free agency et ensuite à renégocier avec lui. Donc ça dépendra peut-être des mouvements qu'il y aura à ce moment-là et peut-être qu'on pourra lui donner une mid-level, un peu comme ce qui s'est passé avec Kelly Oubre finalement à la dernière intersaison. Mais je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Peut-être que ça sera un peu trop de lui faire une mid-level aussi par rapport à l'organisation du roster. Donc on verra. Mais en tout cas, oui. Je pense qu'avec tout ce qu'on vient de dire, on a fait le tour des points positifs. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. On va parler des points négatifs. Je vais te laisser me dire le premier qui te vient en esprit, mais on va garder juste Paul George et Joel Embiid pour la suite, puisqu'on a des parties un petit peu plus profondes sur eux. Donc, vas-y, dis-moi les points négatifs. Bah, moi, je commencerai par Maxi, mais quand je dis Maxi, c'est, on va dire, le Maxi quand il n'y a pas Joel Embiid, et malheureusement, c'est ce qu'on a beaucoup vu cette année. Bah, en fait, on a affaire à un Maxi, je pense, un peu décevant quand même, malgré tout. Mais le problème, c'est que, quand même bien dire, les Américains, il est overtax, c'est-à-dire on lui en demande trop. Je pense que le costume, pour le coup, est beaucoup trop grand pour lui. On lui demande, enfin Nick Nurse en tout cas lui demande d'être le créateur principal de l'équipe. Et bah, je pense que c'est pas fait pour lui, tout Ouais. simplement. Euh, le playmaking est pas assez bon. Ça, c'est déjà un défaut de toute façon qu'il a depuis dans son scouting report de la draft, c'est clairement pas son point fort. Son point fort, c'était le côté plus drive, on va dire. Alors, le shoot, c'était pas trop ça au moment de la draft, mais en tout cas, depuis qu'il est en NBA, on va dire que c'est sa qualité, c'est le shooting. Même si, c'est ce que je disais, moi, je commence à me poser des questions par rapport à son pull-up, parce que déjà l'année dernière, il était en dessous de la moyenne. Cette année, ça continue, puisque forcément, on lui demande d'avoir des tirs beaucoup plus compliqués et beaucoup moins assistés. En tout cas, au niveau du catch and shoot, c'est vrai qu'il est bon, mais pour moi, le principal défaut, c'est le playmaking, où arriver, en fait, quand il arrive à driver et se retrouver dans la raquette, il n'arrive pas à prendre souvent les bonnes décisions. Il vient souvent s'empaler dans la défense et il n'arrive pas à trouver les coéquipiers ouverts. Et ça, je pense que c'est ça qui fait que les Sixers, aujourd'hui, je crois, on est 26e attaque, il me semble, quelque chose comme ça. C'est Ça ça qui pose dépend. problème, en fait. Ça dépend si tu regardes sur B-Ball ou Cleaning C'est the ça, Glass. ouais. Mais j'avais 23e sur B-Ball mais c'est possible que ce soit 26e sur Cleaning the Glass. Et oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Sans le playmaking et sans, on va dire, évidemment, Joel Embiid qui fait, lorsqu'il est là, un rôle de hub qui le libère forcément un peu du playmaking compliqué. En fait, Maxi, il se retrouve dans une situation où il cherche à faire forcément les choses qu'il sait le mieux faire. Et donc, il va, comme tu dis, il va s'empaler parce que il sait driver. Donc, s'il n'arrive pas à trouver les bonnes passes, quoi que ce soit, il va s'empaler. Et il y a un côté, je pense que le niveau qu'on a vu jusqu'à maintenant de Maxi était fortement optimisé par la présence de Joel Embiid à côté de lui. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, c'est un très bon joueur. Je pense que c'est au mieux une deuxième option d'une bonne équipe et dans le meilleur des cas une troisième option d'une très bonne équipe. Et je pense que lui donner
les charges du playmaking n'est pas une bonne idée. Après, Nick Nurse n'a pas énormément le choix, il faut l'avouer non plus, que de lui donner les clés. On va dire que Paul George n'est pas non plus un monstre de playmaking non plus, et Joel n'est pas là, même si Joel n'est pas un monstre de playmaking, disons que les trois ensemble, ça permet justement de partager les tâches, de se servir de Joel en hub, donc ça limite les difficultés dans ce compartiment du jeu. Donc Maxi, il est victime de ce qui se passe un petit peu aux Sixers. Je pense que le pull-up, justement, comme tu dis, il est mis très en difficulté actuellement. Moi, je suis pas aussi définitif sur la qualité de son pull-up, parce que l'absence de Embiid, pour le coup, c'est pas seulement l'absence de Embiid, c'est l'absence de jeu vraiment dans l'équipe des Sixers qui le pousse à prendre des shoots casse-croûte, des shoots difficiles, et de plus en plus difficiles. On l'a vu à des pourcentages parfois ahurissants. Je crois que c'était la saison, pas la dernière, mais celle d'avant, où il avait tourné à 42% sur du pull-up, il me semble quelque chose comme ça, donc c'était extraordinaire. Donc je pense que la vérité, elle se situe peut-être entre les deux. C'est pas non plus le fou du pull-up, mais c'est pas non plus celui qui est vraiment au-dessus de la moyenne en ce moment. Mais je partage quand même tes inquiétudes sur Maxi, notamment, on y reviendra plus tard, mais si les absences de Joel Embiid continuent à être aussi fréquentes. Est-ce que tu as un deuxième point négatif? Bah oui, ça rejoindra Maxi et ce qu'on vient de dire, c'est Nick Nurse, mais Nick Nurse en attaque, surtout sans Joel Embiid, puisque bon, avec Joel on n'a pas vu beaucoup de choses, mais ça ressemble quand même à ce qui était fait la saison passée, même si il y a quand même quelques points négatifs. Mais en fait, quand je dis ça, il faut savoir que pendant l'intersaison, la franchise a énormément communiqué en nous disant on va load manager Joel. Donc tu sentais clairement qu'il y avait un espèce de plan qui était là pour les matchs sans Joel Embiid. Les recrues, André Drummond, Caleb Martin, Paul George aussi également, ont été prises pour ça. D'ailleurs, je me souviens que quand on a fait les previews chez Dunk Hebdo, la question à laquelle on a posé, c'est quels vont être le usage de Maxi et Paul George quand Joel Embiid ne sera pas là. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde attendait. Moi, je m'attendais aussi à ce qu'il y ait un plan de jeu quand Joel Embiid n'allait pas être là. Et en fait, quelle déception! C'est qu'en fait, il n'y a pas de plan de jeu. Moi, je suis vraiment déçu. L'attaque est complètement désorganisée. À regarder, c'est même pas sympa à regarder si on ne serait-ce que si on prend même pas l'aspect tactique, mais même tactiquement, il se passe pas grand-chose. En fait, c'est souvent il y a un pick and roll, soit avec un corner vide, soit un simple pick and roll. Et ce que je reproche, c'est quand ça marche pas, il y a souvent quand les bonnes équipes, quand la première action marche pas, on enchaîne sur une deuxième. Ça suit un espèce de flow. Là, en fait, on retrouve pas ça. Il y a pas ce flow. J'ai un pick and roll, ça ne marche pas, eh bien on recommence à zéro. Et les équipes, en fait, du coup, c'est très simple pour elles de défendre ça, puisque en fait, on arrive à une attaque plutôt statique. Et le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a un Maxi qui est pas un excellent playmaker. Paul George, on y reviendra plus tard, mais comme tu disais, on n'est pas non plus à faire à l'élite du playmaking. Et si tu n'as pas un système de jeu huilé avec du mouvement, ça va être compliqué en fait de créer des décalages. Et je pense que c'est ça qu'on n'arrive pas à voir sur le terrain. On a eu cette attaque qui est complètement désorganisée, qui n'arrive pas à créer de décalage. On ne se crée pas des shoots simples. Et la dernière chose, je trouve, c'est vu qu'on a un manque de playmaking de nos stars, mais même je trouve de la part du reste, on n'a pas non plus le rôle de connecteur. Je trouve que c'est ce qui manque aussi à cette équipe-là. On n'a pas des bons connecteurs. C'est souvent les Kelly Oubre. Moi, Caleb Martin, je l'aime bien dans un rôle de connecting, mais c'est plus les cuts au panier, le playmaking de passing, on n'en a pas vraiment non plus. Ouais, totalement. Et moi, j'ai même envie de te dire, c'est ce qui me déçoit le plus cette saison, plus que notre mauvais début de saison en chiffres. En fait, on a mangé un peu notre pain noir du côté des Sixers, les années Doc Rivers, les années sans spacing. On n'avait pas grand-chose à voir de jeu, on va dire, intéressant. Comme tu dis, c'était pas forcément toujours horrible à regarder, mais bon, à part du pick and roll et de l'ISO, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des Sixers. Et puis, il y a eu le début de saison dernière, où j'aimais vraiment bien ce que je voyais. C'était pas non plus le jeu le plus flamboyant de la ligue, mais c'était plutôt joli à voir, avec Nurse qui avait trouvé... En plus, là où on avait des doutes sur Nurse, c'était justement sur son organisation offensive, plus que son organisation défensive. On avait vu des choses très intéressantes et je prenais du plaisir à voir les Sixers en début de saison.
Ensuite, bon, il y a eu la deuxième partie de saison où Joel Embiid était blessé, mais on n'y attendait plus grand-chose à ce moment-là. Donc, disons qu'on n'était pas inquiet au-delà de ça. Mais là, ce début de saison nous rappelle que Nick Nurse, lorsqu'il s'agit vraiment de trouver des vraies solutions à des choses difficiles en attaque, des absences notamment, on se rappelle justement du Nick Nurse de Toronto où on voyait un des pires baskets de la ligue. Je suis désolé pour les fans des Raptors, mais vraiment à cette époque je regardais pas mal parce que je voulais voir justement. Et c'est à part de l'ISO à outrance, on voyait pas grand chose avec tous ces 6ix9ine à l'époque notamment. Et j'ai l'impression de revoir, on n'a pas le même personnel, pas exactement le même personnel, mais de revoir un peu la même chose, c'est-à-dire un jeu qui n'est pas du tout flamboyant. Mm. Bah, Donc, totalement. Totalement, ouais. C'est exactement ça. Je trouve que c'est. On a l'impression de revoir. En plus, ce qu'il faut savoir, ça me fait penser, mais effectivement, tu le dis bien, on s'attendait à un bon coach défensif, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Nick Nurse, c'est quand même un coordinateur oui, offensif. oui. C'est pas un coordinateur défensif. Et comme tu l'évoquais aussi rapidement, c'est vrai que le manque de space. En fait, moi, je suis déçu aussi du spacing. Euh, on a quand même aux commandes, il faut se rappeler aussi que Nick Nurse et Daryl Morey ont déjà collaboré ensemble à l'époque des Rockets où en fait Nick Nurse était le coach De la G-League. de l'équipe voilà, de la J-League des Rockets. Et en fait, il s'en servait de laboratoire avant d'implémenter ce qu'il voulait chez les Rockets. Et il en parle d'ailleurs, Nick Nurse en parle beaucoup dans ses interviews où il le dit. C'était clairement du spacing à outrance et on recherchait des lay-ups au cercle pour les joueurs. Et je trouve que depuis que Nick Nurse fait la paire là, avec Daryl Morey, mais moi je trouve qu'on n'a pas un spacing optimal. Et tu regardes même la saison dernière, c'était un peu pareil. On avait les Daniel House, les Patrick Beverley qui jouaient. Le spacing, c'était pas trop ça. Et même cette saison, là il y a eu le match contre Phoenix que j'ai regardé dernièrement, mais il y a un manque de spacing criant en fait. Tu te retrouves avec deux non-shooters souvent sur le terrain. Alors déjà, quand on a un playmaking pas idéal, ça n'aide pas. Et je trouve que c'est décevant quand tu as un général manager qui a implémenté le fameux Morey Ball et Nick Nurse qui était un peu son disciple, d'avoir ça sur le terrain. Je trouve que c'est vraiment... des fois, j'arrive pas trop à comprendre. Ouais, en plus, là, tu m'offres un peu une transition pour le dernier point négatif avant d'évoquer les deux gros sujets, Paul George et Joel Embiid. Je pense à Daryl Morey. Daryl Morey et le supporting cast actuel. Euh, Disons que là, à l'heure actuelle, notre meilleur shooter dans ceux qui jouent beaucoup, je vais pas citer McCain qui est blessé, mais c'est Yabusele, celui qui a les meilleurs pourcentages. Et derrière, c'est Caleb Martin que je n'ai pas cité dans les points positifs parce que le début était vraiment poussif, mais la fin, c'est de mieux en mieux quand même Caleb Martin. On commence à être content, on commence à revoir du Caleb qu'on avait envie de voir. Et donc des joueurs qui n'ont pas un volume énorme non plus à 3 points, hein, qui shootent plutôt bien finalement si on regarde les pourcentages, mais qui n'ont pas un volume énorme. Et moi je trouve que l'intersaison, elle n'est pas extraordinaire finalement de la part de Daryl Morey. J'étais plutôt satisfait. Moi j'avais déjà beaucoup de doutes sur quand même la re-signature de Kelly Oubre à ce tarif. Je sais que beaucoup de gens avaient loué cette décision en disant qu'il fallait le faire. Il sortait d'une très belle saison avec nous. Mais il y a toujours le revers de la médaille avec Kelly Oubre. Quel Kelly Oubre tu vas récupérer et des fois, c'est très dur quand il a décidé de faire qu'à sa tête, tout simplement. Et en parlant de gens qui n'en font qu'à sa tête, je pense que ça, dès le début, on était beaucoup à se poser la question. André Drummond pour 5 millions de dollars à la saison. Ça, c'est vraiment, on voit que finalement, même pour faire ce qu'on attendait de lui, et peut-être on se disait que ça allait pouvoir servir pour faire justement du pick and roll et être un bon partenaire pour Maxi, André Drummond, au niveau QI, je suis désolé, mais c'est trop compliqué. Et du coup, l'intersaison de Morey, il y a la signature de Paul George, on va en parler un petit peu plus tard. Mais moi, pour l'instant, je pense que de toute manière, il n'y avait pas le choix. C'était ce qu'il fallait faire à condition de ne pas reconstruire. Soit tu reconstruisais, soit tu proposais ce contrat à Paul George. Donc je ne reprocherai jamais à Daryl Morey d'avoir signé Paul George à ce contrat et sur ces 4 ans qui vont être compliqués à gérer, mais ça on le savait dès le début. Mais moi je mettrais une petite... je reproche pas à Daryl Morey. Enfin, comment dire,
je ne veux pas critiquer vraiment Daryl Morey parce que je sais ce que c'est que d'avoir d'autres general managers ou présidents qui prennent des décisions très très compliquées. Et dans le global, sur le passage de Morey aux Sixers, on est quand même sur du positif, que ce soit la venue d'Harden, même si les gens nous rappellent le fait qu'on n'a pas passé la demi-finale de conférence. Le boulot a été fait pour optimiser au mieux justement cette période d'Embiid. Mais cette intersaison-là, je trouve que Supporting Cast, j'ai pas parlé justement des dossiers qui fâchent le plus, mais pour l'instant, j'ai bien peur que ce soit plus que pour l'instant, notamment au niveau des guards, que ce soit Kyle Lowry, que ce soit Reggie Jackson, que ce soit Eric Gordon. Et pourtant, j'adore Kyle Lowry, mais là, vraiment, c'est la fin. Et on a un vrai problème. On a un vrai problème à ce niveau-là et le recrutement n'a pas été bon. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Si, je suis d'accord. Je l'avais un peu évoqué, pareil, dans le podcast de Kebdo sur les Sixers. Je trouve que, oui, Daryl Morey, comme tu dis, je suis d'accord. Pour moi, c'est pas un échec d'avoir signé Paul George, on en parlera après. Mais en fait, c'est signer Paul George et du coup, tu fais un roster avec 3 contrats max. Alors, on est dans les premières années du nouveau CBA. Est-ce que en fait, c'est encore réellement valable, tu Est-ce que vois? c'est viable? Ouais. Parce que c'est ça. Le problème, c'est que là, du coup, tu t'es contraint de signer des joueurs au minimum. Et le problème, c'est que là, ça se voit que c'est des joueurs au minimum. Autant, l'année dernière, effectivement, il y avait Oubre qui surpassait son contrat. Cette année, il y a Yabusele. Alors, les autres, c'est le vide, je trouve, intersidéral. Kyle Lowry, comme tu l'as dit, pour moi, il n'y a plus d'essence, c'est fini. Même au niveau du shoot, c'est même pas trop ça. En attaque, c'est vraiment compliqué. Franchement, il arrive plus à. En fait, de base, c'est un bon playmaker, mais il arrive tellement plus à aller dans la raquette que son playmaking, il sert à pas grand-chose, malheureusement. Et les autres joueurs, les Eric Gordon, Reggie Jackson, Eric Gordon, sa qualité principale, c'est son shoot. Même là, cette année, c'est pas ça. Et puis, c'est pareil, je pense qu'il y a plus de jus dans le moteur. Reggie Jackson, pardon. Je sais que nous deux, on était un peu plus emballés par la signature parce que moi, je l'avais vu à Denver l'année dernière et c'est vrai que je trouvais qu'il avait fait une bonne saison. Mais là, cette année, bon, en fait, le problème, je pense, c'est que c'est des joueurs qui devraient performer avec Joel Embiid, mais Joel Embiid a tellement peu joué que, il se retrouve, en fait, tout l'effectif s'est un peu retrouvé dans des rôles beaucoup trop grands. Et vu que c'est des contrats minimum, ou alors Kelly Oubre, on se retrouve, comme tu dis, avec le mauvais Kelly Oubre cette année, et qu'on n'a pas à faire non plus. Ce qui manque à cette équipe, c'est on n'a pas des joueurs, je trouve, qui ont un gros QI basket, comme tu disais, même André Drummond, c'est pas des mecs où quand tu vas leur donner la balle des fois dans certaines positions, ils vont pas prendre les bonnes décisions. Si t'as pas un gros décalage de créer, ça va être compliqué pour eux, soit d'amplifier le décalage, soit c'est ça qui va poser en fait le plus gros problème. Et c'est là où tu vois que des Nicolas Batum et des joueurs comme ça manquent cruellement cette année. C'est vrai que Clairement. l'année dernière on avait ça et là on n'en a plus du tout des joueurs comme ça. Clairement, Batum est une très très grosse perte parce qu'il créait le lien, il était vraiment très très important dans notre très bon début de saison en tout cas, et même il a été un des meilleurs sur la série de playoffs. Vraiment, c'est une très grosse perte. Maintenant, j'imagine qu'il va y avoir du changement, on en parlera plus tard, mais pour l'instant, ce supporting cast n'inspire pas la confiance. Et en même temps, par rapport à ce que tu disais sur Paul George, est-ce que justement c'est ce qu'il fallait faire d'avoir ces 3 contrats max? Le problème, c'est que je pense que tu n'avais pas d'alternative. C'est-à-dire que soit tu avais ces 3 contrats max, soit est-ce que tu gagnes avec un bon supporting cast autour de Tyrese Maxey, Joel Embiid? J'ai des doutes aussi. Donc c'était un risque à prendre. Il a mesuré. On sait que Daryl Morey, c'est plutôt le star system et c'est quelque chose que je comprends totalement. Donc je pense que moi, je critique pas du tout cette décision, même si aujourd'hui, pour l'instant, évidemment, on se prend beaucoup de critiques là-dessus. Et d'ailleurs, ça nous fait une très belle transition sur une partie sur laquelle on va passer un peu plus de temps. On va parler de Paul George. Donc moi, la question que j'avais notée sur la trame, c'est est-ce que moi j'ai commencé à y répondre, mais est-ce que c'était une bonne idée justement de signer Paul George? Est-ce que Paul George, son contrat, son niveau, est-ce que c'est vraiment un problème? Moi déjà, je pense que c'est encore trop tôt, comme je l'ai dit à beaucoup d'endroits, c'est encore un peu tôt pour juger. Je crois qu'il a joué un quart de saison en fait au final en termes de 24 matchs matchs. joués. Ouais, voilà, pour moi c'est pas suffisant. C'est compliqué de juger un joueur sur un quart de saison, surtout que en fait ce qui est problématique, c'est son shoot. Mais bon, moi, je vais quand même pas remettre en cause
sa qualité première qui a fait tout son succès depuis maintenant toutes ces années qu'il est en NBA, moi je pense pas que Paul George d'un seul coup est devenu un mauvais shooter, surtout qu'il faut savoir, Paul George, il connaît des trous d'air en fait. L'année dernière, Tout à c'était fait. arrivé, je crois, l'année civile de l'an passé, entre janvier, février, quelque chose comme ça de l'année dernière. Il a connu un énorme trou d'air où il shootait, je crois, à 30% à 3 points. Donc c'est pas nouveau en fait. Donc là, visiblement, il a l'air de connaître son trou d'air maintenant. On va espérer que ça revienne à la normale. Mais c'est pareil, lui aussi, je pense qu'il n'est pas mis dans un rôle idéal. J'ai plus la stat sous les yeux, mais je l'avais noté sur Twitter où, en termes d'isolation, il est à 4 ou 5% de plus de fréquence d'isolation par rapport à ses années Clippers. Et ça, je pense que c'est pas lui faire un cadeau. Et pour aussi, il y a une autre stat là-dessus, c'est qu'il est à 40% de panier assisté, alors que l'année dernière, tu vois, pour moi, l'année dernière, c'était son meilleur rôle. C'est-à-dire, Paul George, pour moi, il a un stade de sa carrière où tu peux plus trop compter sur lui en étant un créateur, un créateur primaire, même on va dire un bis, ce qu'il était souvent dans ses premières années Clippers, c'est quand il était encore à OKC. Pour moi, il doit être équilibré entre les deux. Faut savoir trouver une balance. C'est-à-dire, faut quand même qu'il ait toujours ce côté créateur, mais il faut aussi qu'il ait ce côté off-ball qui est quand même une de ses grosses qualités. Et ce que lui demande Nick Nurse cette année, c'est d'être beaucoup trop un créateur. Et c'est pas une réussite pour lui. Je vois beaucoup de gens se plaignent, oui, Paul George ne va pas beaucoup au cercle, mais Paul George, ça fait déjà 2-3 ans qu'il va plus beaucoup au cercle. Paul George, il compte beaucoup sur son pull-up en fait. L'année dernière, c'était déjà le cas. Beaucoup de gens l'ont critiqué là dans sa série contre Dallas, mais parce qu'en fait, tu n'avais plus Kawhi et il était remis un peu dans ce rôle de 1 bis avec James Harden. Et on lui en demandait beaucoup à la création, et je pense que c'est pas lui faire un cadeau en fait. Moi, Paul George, pour moi, on l'a pas recruté pour ça. On l'a recruté pour être un peu ce 2 bis avec Maxi, où en fait il est censé. On avait ce jeu à deux entre Tyrese et Joel qui a fait sa réussite, qui permet en gros de te créer ton premier décalage. Et Paul George est là un peu pour être un peu ton point de décompression. Si par exemple une équipe va surcharger le terrain sur tes deux joueurs qui sont Tyrese et Joel, lui il est là soit pour attaquer un close-out, soit pour finir à 3 points. Pour moi c'est ça son rôle et c'est vrai qu'on l'a pas vraiment vu encore cette année. Je pense que c'est ça aussi le problème. On y reviendra plus tard, mais quand on fait un peu déjà le bilan de tout ce qu'on a dit, est-ce que la raison principale de tout ce qui ne va pas actuellement aux Sixers, c'est pas l'absence récurrente de Joel Embiid? On peut se poser la question quand même, parce qu'on verrait peut-être d'autres choses. Mais pour en revenir à Paul George, je vais revenir sur plusieurs choses que tu as dit. Au niveau un peu statistique, comme on l'a dit, il shoot mal cette saison. Il a 33% à 3 points sur à peu près 6,5 tentatives par match. Il a 92 de true shooting plus, donc il est 8% en dessous de la moyenne. Mais justement, pour contrebalancer et rejoindre ce que tu as dit, on est assez d'accord sur le sujet. L'année dernière, donc pas il y a 10 ans, Paul George tournait à 41% à 3 points sur 8 tentatives par match, 106 de true shooting plus. Bon, je pense pas qu'il a pris 10 ans en 6 mois. Donc clairement, comme tu dis, il a souvent eu des trous d'air. Aussi, ça c'est un débat qui me rend fou, c'est Paul George ne va plus au cercle, mais toi tu dis depuis 2-3 ans, mais ça n'a jamais été sa qualité première à Paul George d'aller au cercle. Aussi, ouais. Jamais. Donc à un moment donné, il faut juste connaître un peu les joueurs. Mais comme tu dis, en fait, dans un système où bien organisé, c'est-à-dire là j'imagine un petit peu ce que ça aurait pu être avec non seulement Joel Embiid plus présent, mais un Jared McCain aussi, comme tu l'as dit, est bien meilleur au playmaking que ce qu'on attendait et qui aurait pu libérer un peu de cette tâche dans le 5 majeur, on pourrait peut-être voir quelque chose de beaucoup plus intéressant et un Paul George libéré de ce qui en fait actuellement un joueur en attaque pas très bon. Clairement, disons-le, moi la dernière fois c'était pas le match des Kings, c'était un match juste avant où il rate ses lancers. Je me rappelle plus c'était quel match il rate ses lancers. C'était le Jazz, je crois. Ouais, c'était le Jazz, c'est ça. C'était Paul George me faisait vraiment de la peine à ce moment-là et c'était terrible. Mais comme tu dis, moi je suis totalement d'accord. L'échantillon est court. Il a joué 24 matchs. Paul George joue très bien en carrière. C'est pas ces 34 ans qui font qu'il va plus du tout bien shooter. Donc moi je suis patient pour Paul George et je pense que effectivement sur les 4 ans il y aura un moment où il sera vraiment moins bon.
ça c'est sûr. Hmm. Mais je pense qu'on n'a pas encore vu le bon Paul George à Philadelphie. Ça, c'est plutôt quelque chose qui pourrait nous rendre un peu moins pessimistes, on va dire. Oui, c'est clair. C'est clair pour moi, l'échantillon trop court, il faut attendre déjà que le Big Three joue au complet, enfin, et plus de matchs, on va dire, ensemble. Je crois que j'avais vu passer la stat, mais ils ont dû faire même pas une dizaine de matchs où les trois ont fini, hein. Je parle bien Mm. fini parce que il y a beaucoup de matchs, ils l'ont commencé ensemble et il y en a un des trois qui était blessé. Donc ça aussi, ça a pas aidé. On a quand même vu aller sur. Il y a eu bon, c'est Chicago, mais j'avais quand même été satisfait de ce qu'on avait vu dans le match là contre Chicago avant Noël. Il y a eu le match contre les Celtics, mais on va dire que c'est plutôt la défense qui a fait Ouais. gagner ce match-là. Après, quand Embiid n'est pas là, c'est sûr que c'est problématique. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est un Paul George un peu plus off-ball et du Mm. coup, par extension, que Maxi soit un peu plus off-ball. Mais on en revient toujours à ce problème de playmaking. En fait, tu n'as pas d'autres playmakers dans cette équipe-là, que ce C'est ça. soit un hub offensif ou, tu vois, par exemple, je prends un exemple comme ça, mais un Kyle Anderson qui pourrait te servir un peu de post-hub. On n'a pas ça non plus. Donc c'est ça, en fait, je pense, qui est compliqué. Et puis, si je peux faire un léger parallèle de nouveau sur Nick Nurse, ce qu'il faut savoir, c'est que Nick Nurse, il est très free flow offense dans le sens où c'est beaucoup aux joueurs un peu de prendre les décisions, ce qui est pas une mauvaise chose en soi, hein, et beaucoup d'équipes NBA marchent comme ça aujourd'hui. Mais en fait, sans Embiid, cette équipe, elle a besoin de plus de structure. Et en fait, le côté free flow, je trouve, ne va pas à cet effectif-là. Je suis totalement d'accord. J'ai été regarder pendant que tu parlais. Donc, ils ont joué 192 minutes ensemble depuis le début de saison. Voilà. Bah, c'est rien Ouais. du tout, Que franchement, il Paul faut se George, rendre compte. Joel Embiid et Tyrese Maxey ont joué ensemble dans ce début de saison. Et ben, ça nous amène une transition toute trouvée parce que moi, là, par contre, je vais être un peu plus inquiet et on va aborder le sujet Joel Embiid. Enfin, plus inquiet. On va dire plus circonspect. Le Hmm. problème, c'est que je sais pas où en est Joel Embiid avec sa santé. Je sais pas. Peut-être lorsqu'on l'a vu jouer récemment, on a vu un plutôt bon Joel Embiid, faut l'avouer. Mais c'est tellement rare. On commence à s'inquiéter de est-ce que c'est le moment tant attendu. On savait que la carrière de Joel serait un peu plus courte que celle des autres, mais peut-être qu'on s'attendait pas aussi courte. Est-ce que c'est le moment où Joel Embiid va vraiment plus beaucoup jouer? On a tendance à l'oublier, mais en dehors de la saison dernière où il a eu sa grosse blessure, il avait beaucoup joué on va dire, je suis plus sûr, mais les 2 ou 3 dernières saisons avant. C'est pas non plus, il n'a pas fait les 82 matchs évidemment, mais par rapport aux autres saisons, il avait beaucoup joué, ce qui l'avait vraiment rendu justement MVP candidat et compagnie, qui lui a permis d'ailleurs d'obtenir un titre de MVP. Et là, donc il y a eu la grosse blessure l'année dernière. Il y a eu les Jeux Olympiques qu'il est parti jouer alors qu'il n'était pas totalement remis. Et là, 13 matchs joués seulement depuis le début de saison. C'est compliqué. Du coup, nous, on sait, on a tendance, je pense que tu es assez d'accord, on en a déjà parlé. On sait que ça dépend principalement, notre réussite dépend principalement de la présence de Joel Embiid et d'un bon Joel Embiid. Donc il y a toujours un peu ce fantasme du fait que justement il joue pas beaucoup le début de saison. Peut-être qu'il sera en forme pour une fois au moment des playoffs, mais je suis pas non plus en train d'espérer ça. Donc est-ce que le problème c'est pas pour l'instant. J'ai l'impression que le problème c'est les absences de Joel Embiid, mais est-ce que justement on va retrouver un Joel Embiid, on l'espère, mais d'après toi? Bah oui, c'est ça je pense de toute façon c'est le domino principal, hein. Ça de toute façon on pourra retourner le problème comme on veut, sans Joel Embiid c'est très compliqué. Alors j'étais plus pessimiste quand on a fait justement l'épisode sur les Sixers en décembre parce que depuis il est quand même Ouais. revenu et moi j'ai été satisfait de certaines choses, déjà la défense, la perte de points on l'a quand même vu, je trouve il est quand même mobile. Moi je l'ai trouvé très mobile sur certaines séquences. Le fait qu'il se reblesse au genou m'avait terriblement inquiété. Là, quand il est revenu, en tout cas, en tout cas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce qui est annoncé, ça, je sais, ça, on peut pas le dire. Mais en tout cas, ce qui est annoncé, c'est une blessure au pied, c'est pas une blessure au genou. Donc, en tout cas, il n'y a pas eu de rechute par rapport à son genou. Donc ça, on va dire que déjà, c'est positif. Mais le problème, c'est que c'est une nouvelle blessure. Quand est-ce qu'il va revenir? Et puis là, bon, ouais, je veux bien que Joel Embiid, faut qu'il soit en forme en playoff, mais là, va quand même falloir qu'on commence à gagner des matchs parce que on n'est toujours pas en play-in. On est 10e. Alors ouais, la conférence Est, on dit oui, elle est pas bonne, c'est vrai. Hein, on n'est qu'à 1 ou 2 défaites
des places de play-off. Donc oui, c'est sûr que c'est pas énorme. Mais quand tu vois là le calendrier qui va nous attendre là sur les 10 prochains matchs, attention. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de matchs en back-to-back, on le sait, ils veulent pas faire jouer Joel Embiid en back-to-back. Alors, j'ai lu une déclaration de Nick Nurse que, vu que ça allait être des back-to-back à domicile, peut-être qu'il pourrait jouer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, on verra, mais rien n'est moins sûr. Et puis surtout que Paul George, c'est pareil, ils ont pas l'air de vouloir non plus lui faire jouer tous les back-to-back. Donc attention, il y a cette blessure au pied, puis comme on l'a dit, on n'a pas. Moi, le Joel Embiid qu'on a vu l'année dernière et il y a 2 ans, même si il y a quelques points positifs par rapport à sa mobilité, on l'a pas encore vu. Hein. Ouais, clairement. Clairement. On a vu un plutôt bon Joel Embiid récemment, mais on n'a pas encore revu le Joel Embiid qui détruit tout. Surtout, le début de saison dernière était extraordinaire. Moi qui acceptais le fait que Joel Embiid a eu un MVP une année où je pense que Nikola Jokic le méritait, le début de saison de l'année dernière le rendait beaucoup plus crédible pour un vrai titre de MVP en haussant les épaules. Même si Jokic est extraordinaire, le début de saison dernière était extraordinaire. Et du coup, oui, on se retrouve là avec un Joel Embiid qui est pas mauvais. Hein. Disons que comparé à justement ce qu'on a dit de Maxi et de Paul George lorsqu'il a joué très peu, mais lorsqu'il a joué, on est sur un bon Joel Embiid. Je crois qu'il est à 60 à peu près de true shooting, par exemple, tu vois. Donc, Joel Embiid, il a déjà fait mieux, évidemment, mais il est bon. Mais comme on l'a dit, de toute manière, le problème, là, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir compter sur lui. Tu l'as dit en tout début de podcast. Il est encore blessé, là. Il est encore out ce soir. Et comme tu dis, on a un calendrier qui est terrible. Sans Joel Embiid, je donne pas cher de notre peau s'il revient encore dans quelques matchs. Et le bilan, il commence, comme tu l'as dit aussi, le bilan commence à être compliqué. On pourra pas, probablement pas, on est déjà trop avancé pour aller chercher notre pic. Donc on peut presque plus déjà dire adieu à la saison. Et il va falloir vite gagner des matchs pour ne pas être tu vois, moi je le vois gros comme une maison, qu'on va terminer 8e ou 9e, qu'on va se taper un play-in avec les joueurs à moitié blessés et compagnie, et qu'on va encore vivre une saison aussi triste, enfin plus triste que la saison dernière, parce qu'au moins la saison dernière on avait de l'espoir avec ce qu'on avait vu en début de saison. Là on commencera peut-être à avoir peur, et voilà, moi c'est ce que je retiens. La seule chose peut-être qui nous permet d'espérer, même si ça va pas être si simple que ça, c'est peut-être maintenant d'améliorer encore l'équipe, hein, tout simplement. Et ça, on passe justement un peu à notre dernière partie de l'émission. Toi, qu'est-ce que tu penses? Comment on peut s'améliorer cette saison à la deadline? Alors, sachant que ce sera pas si simple que ça, même si on a quelques atouts, on a un pic des Clippers qui je pense sera intéressant pour certains. On a quelques joueurs, on sait que KJ Martin est une trade exception vivante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours la question, même si on y répond de plus en plus, donc est-ce qu'il faut plutôt un ailier avec de la taille, comme on espérait un petit peu en début de saison, ou est-ce que finalement, là, il ne faut pas aller chercher un arrière parce que notre backcourt, c'est trop compliqué, surtout depuis la blessure de McCain. Donc je te laisse répondre à la question. Ouais, il y a beaucoup d'interrogations, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'effectivement, en termes de guard play, c'est quand même problématique. Parce qu'au final, en dehors de Maxi, bah, il y a personne en fait, hein, il faut le dire. Entre Reggie Jackson et Kyle Lowry, comme on l'a dit, c'est compliqué. Et puis, en fait, moi, je suis un peu perdu parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de besoins en fait à combler là-dedans. Il y a du guard play qui manque, il y a du connecting aussi qui manque. Il y a beaucoup de manque en fait dans cet effectif-là. Donc c'est vraiment pas simple. On avait évoqué un moment, par exemple, moi, un joueur que j'aimais bien, c'était Donte DiVincenzo, qui apporterait le shoot, le côté connecteur. Mais tu vois, même si par exemple on prenait juste un DiVincenzo, est-ce que vraiment ça change l'image de l'équipe? Tu vois, je suis même pas certain, quoi. Je trouve qu'il y a un vrai manque. Bah, vu que, comme on l'a dit, on a construit cet effectif en mode Big Free, donc c'est-à-dire 3 gros contrats. En fait, c'est compliqué de t'améliorer, même si quand même on a, comme tu as dit, il y a le salaire de KJ Martin, il y a aussi André Drummond à 5 millions, on a Kelly Oubre, pourquoi pas, qui a 8 millions aussi. Donc il y a quand même de quoi, il y a des contrats échangeables, mais c'est pareil. Si tu agrèges 2 contrats
que tu le remplaces que par un joueur, il faudra quand même que tu combles l'absence d'un joueur. Enfin, c'est là en fait où ça devient compliqué. Si encore on a nos trois joueurs, on a Caleb Martin, je dirais, sur qui vraiment tu peux, sur les quatre joueurs sur lesquels je compte. Mais en fait, à part ces quatre-là, tu comptes sur qui après? Toi, est-ce qu'il y a un joueur qui te donne satisfaction à part ces quatre-là finalement? J'ai cité Yabusele, mais c'est à la marge. Ouais, il y a Yabusele, c'est C'est vrai. c'est Mais vraiment à la marge. ouais, C'est en sortie de banc. C'est un bon joueur, mais c'est pas ce joueur sur qui tu comptes dans ton 5. Et même si au final, aujourd'hui, pour moi, il devrait être dans le 5. Tu vois. Je le préférerais à oui, Oubre dans le 5. Mais ouais, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de besoins. Et moi, je rajouterais même en fonction, parce que je commence à avoir des choses intéressantes avec Adem Bona, mais je rajouterais un pivot backup. Pas un que tu payes 5 millions, mais quelqu'un de sûr qui fait le job, qui pose des écrans et prend des rebonds plus intelligemment que le fait André Drummond et pas au prix surtout d'André Drummond, parce que le mec va le faire 15 minutes en règle. Enfin, c'est vrai qu'il y a le problème Joel Embiid, est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il va être pas là. Mais normalement, il est censé le faire 15 minutes en régulière et entre 5 et 10 en playoff, quoi. Donc, c'est sûr qu'il faut pas. Moi, c'est ce qui m'embêtait le plus avec le contrat de Drummond, c'était cet investissement d'argent, même si effectivement, aujourd'hui, on imagine que ça peut être une valeur à trader, enfin, pas une valeur terrain, mais une valeur de contrat. Et moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que si on veut vraiment s'améliorer, tu vois, tu parles de DiVincenzo, ça me paraît très compliqué. Je pense que les Wolves ne vont pas chercher du pic pour mm, DiVincenzo pour la suite. Et du coup, nous, on n'a pas grand-chose en valeur terrain à proposer aux Wolves. Mais même pour récupérer, on va dire, un joueur de ce niveau avec une équipe qui voudrait bien du pic, moi, je commence à ne pas avoir envie qu'on lâche nos propres pics, qu'on commence justement à avoir maintenant, parce qu'on est débarrassé des anciens trades qu'on a fait où on a envoyé nos pics. Donc, on aura bientôt un peu tous nos pics. Je ne suis pas emballé par ça, parce que je pense que l'avenir à moyen terme, si on est optimiste, l'avenir à moyen terme, ce sera une reconstruction. À un moment donné, quand mm. Paul George sera trop vieux et qu'on aura encore un peu de contrat et que Joel Embiid sera plus capable, à un moment donné, il faudra passer par là. Je ne vois même pas comment on pourrait retool avec ce qu'on a actuellement. Donc, ne pas trop gâcher nos pics. Moi, j'ai un peu peur parce que Daryl Morey, je suis pas sûr qu'il soit dans cette optique. Je pense que Daryl Morey, c'est surtout ce qui se passe maintenant avec lui aux commandes. Et de toute façon, la reconstruction, elle se fera pas que Daryl Morey, ça c'est une certitude, c'est pas son job. Donc je pense qu'il s'en fiche un petit peu de ce qui se passera après. Ça me fait un petit peu peur. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on dépensera pas énormément d'argent. Je vois pas comment Josh Harris nous emmènera beaucoup plus loin que justement la first apron où on est à peu près actuellement. Et en termes de profil, comme tu l'as dit, DiVincenzo sera un profil parfait, mais il n'y en a pas 100 000 non plus. Enfin, ce sera un profil parfait pour être meilleur déjà. Pas extraordinaire, mais être meilleur. Mais il n'y en a pas 100 000 dans la ligue. Est-ce que tu as des noms, toi, à me citer à part DiVincenzo? Bah moi il y avait, tu vois par exemple un Melton, Ah bah ils oui. ont parlé l'autre fois, c'est sûr que ça aurait été bien, Mais est-ce un qu'il est encore profil comme ça. capable physiquement? Non, C'est c'est ça qui fait ça, peur. c'est un Melton qui aurait été en santé, qui Hmm. aurait été bien. Moi il y avait Dosomnou Ouais, des Bulls que j'aimais bien l'idée. Mais bon, c'est pareil, c'est pas non plus. Il y avait d'IFS avant qu'il soit. ouais, Bon, là, on est plus dans le profil ailier. D'ailleurs, moi, je suis toujours sidéré qu'il soit parti que pour des seconds tours. ouais. Je pensais C'est fou, vraiment hein. qu'il allait partir pour un premier tour. C'est vraiment dingue. Mais ouais, bah, en fait, on a le problème le fameux cinquième titulaire. Pour moi, on sait toujours pas qui c'est. Ouais. Quand McCain jouait, bah, par défaut, c'était un peu lui qui avait pris ce Hmm. rôle-là, parce que finalement, c'était ton meilleur joueur pour ça, même si ça a posé des problèmes tu te retrouves avec un backcourt très petit, Ouais, et je pense qu'en playoff, ça aurait été très ouais, compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'as plus McCain, donc ton cinquième titulaire, en fait, Nick Nurse met Kelly Oubre, je pense, pour des questions défensives, et comme ça, Hmm. il peut un peu Bien sûr. switcher tout le monde. Sauf que moi Oubre, c'est pareil. Moi, Kelly Oubre, je le préfère en sortie de banc parce que bah, on en revient toujours à ce même problème, c'est le manque de connecting. Et Kelly Oubre, il t'aide pas, je dirais même qu'il te fait régresser là-dessus. Kelly Oubre, il est pas du tout connu pour son passing. Kelly Oubre, dès qu'il reçoit la balle, c'est souvent pour terminer l'action. Et si encore il avait un shoot fiable, mais clairement c'est pas le cas, bah du coup les équipes
souvent on l'abandonne. Et moi, j'ai peur que justement, arriver en playoff, ce soit encore plus criant. Quand une équipe adverse va faire un vrai game plan contre toi, je pense que ce sera problématique. Donc, problème de spacing, problème de connecting. Surtout que quand tu regardes un peu souvent à un mois de la trade deadline, tu commences un peu à avoir des rumeurs, des intel. Pour l'instant, Ouais. j'ai rien vu de tout ça. J'ai même vu plus des reports comme quoi est-ce que les Sixers seront acheteurs ou vendeurs carrément. Bah écoute, est-ce que ça serait vraiment une mauvaise chose? Parce que la saison est quand même mal embarquée. Moi, j'ai pas, disons que j'ai très peu d'optimisme pour que la saison se termine par quelque chose d'extraordinaire, tu vois, ne serait-ce qu'une finale de conférence, parce qu'elle est tellement mal partie, que ça va me paraître compliqué. Il faudrait vraiment que toutes les planètes s'alignent maintenant. C'est pas impossible, mais que toutes les planètes s'alignent maintenant. Joël revient en forme, Paul George remet dedans, du coup Tyrese remet dedans, les choses prennent et tout. Là, oui, ok, peut-être qu'on a une chance d'aller loin. Maintenant, on a du retard sur pas mal d'équipes. Pour jouer le titre, clairement, pour moi, c'est non. Aujourd'hui, on a, même si toutes les planètes s'alignent, ça me paraît non. Je vois des équipes qui sont bien, mais pas énormément, mais je vois des équipes qui sont bien meilleurs que nous, même si on est au top de nos capacités. Du coup, est-ce que ça serait une mauvaise idée de ne pas se renforcer cet hiver? Je suis pas sûr. Maintenant, il va falloir aussi quand même penser à justement le côté vendeur, pourquoi pas, parce que vendeur sur qui quand même, mais Hmm. commencer à penser un petit peu les erreurs qu'on a faites récemment et peut-être assainir un petit peu le roster. Dans les joueurs que tu as cités, tu l'as cité très rapidement. Je sais que c'est une idée qui tient pas mal à cœur, mais ouais, De Sunmu, ça me paraît quand même vraiment pas mal comme idée. Parce que les Bulls sont vendeurs, peut-être que tu le payes pas trop cher et si tu arrives j'ai pas les yeux sur son contrat actuel, mais si tu arrives à le sécuriser un petit peu, c'est un joueur qui s'inscrirait peut-être sur le long terme avec un contrat qui est pas abusé. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que son Ouais, contrat est je vois, ukrainien. il a 24 ans. Ouais. Donc effectivement, pour le coup, ce serait quelque chose de positif, le fait que ce soit un jeune joueur. Puis comme tu dis, les Bulls sont vendeurs, donc ça c'est quand même bien parce que c'est le problème de Minnesota, c'est qu'ils sont, enfin, c'est pas qu'ils sont pas vendeurs, mais c'est Pas que vendeur pour ce qu'on a. voilà. Puis c'est une équipe qui théoriquement sont comme les Sixers, c'est-à-dire ils veulent jouer le titre de Ouais, base. C'est pas une équipe qui veut reconstruire. Donc c'est ça en fait le gros problème, c'est que normalement, tu vas aller acheter un joueur pour une équipe qui est vendeuse, et les c'est équipes ça. vendeuses, bah, c'est soit les équipes qui sont en reconstruction ou qui vont l'être, en tout cas sous peu. Là, du coup, j'ai le nez sur son contrat, il a 2 années à 7 millions. Ok. En fait, il est à 7 millions cette année et 7 millions 5 l'année prochaine, et j'ai pas l'impression qu'il y ait de player option ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, on a affaire à un contrat qu'on pourrait facilement trader Ouais, c'est ça. avec KJ Martin qui gagne la même chose. Si tu rajoutes un piqué avec ça, j'imagine que pourquoi pas les Bulls seraient intéressés. Mais ouais, c'est pareil, Dosunmu c'est bien, mais est-ce que malgré tout il te manquerait pas encore du guard play? Parce que Ouais, clairement. on en revient toujours au même, qui est ton ball handler en fait à part Maxi et Paul George? Bah en Ouais, fait c'est ça, tu vois. C'est en ça qu'aussi, bah ça a été la joie de McCain, c'est qu'on s'attendait pas à ce que ouais, ce soit un ball handler capable. Finalement, il l'est, mais sauf que là, du coup, tu l'as perdu. Donc c'est ça qui devient compliqué. Et moi, je suis d'accord pour en revenir aux Sixers contenders cette année. Non, on peut pas se dire que c'est le cas. Moi, j'ai rien vu là sur le terrain qui m'a montré qu'ils c'est étaient ça. capables. C'est ça. Même la victoire face à Boston, on peut se dire oui, on a battu une forte équipe, mais déjà il y a eu énormément de shot making, il y a eu Caleb Martin qui a mis énormément de 3 points Mm. parce que les Celtics, en gros, le laissaient seul. Mhm. Il a réussi à punir ça, mais moi, il n'y a rien. Contrairement à l'année dernière où, quand même, on avait vu plusieurs victoires, plusieurs choses qui nous avaient montré de dire ah oui, ça avait quand même pas mal cliqué sur certaines choses. Moi, limite, je croyais plus en l'effectif de l'année dernière par rapport à ce que je vois sur le terrain, je dis bien. Je croyais plus en l'effectif de l'année dernière que celui de cette année. Donc, c'est ça le plus dur, je crois. Ouais, on en revient à ce qu'on a dit, c'est à ce que tu viens de dire. En fait, je pense que encore plus que tout ce qu'on a cité beaucoup, un peu justement les erreurs de casting, certaines choses comme ça, et par exemple les problèmes de spacing, je pense vraiment que ça manque
et de playmaking et de connecting. En fait, ça manque de passes. Enfin, ça manque de gars qui savent bien faire des passes dans cette équipe. Et c'est ce qu'on avait l'année dernière avec Batum. Mine de rien, c'est juste un seul joueur, mais ça fluidifiait tellement le jeu. Un Joël présent qui faisait qui avait fait des beaux progrès justement pour servir de hub, tout ça. Ça rendait la vie beaucoup plus facile et ça rendait le jeu beaucoup plus intéressant, tout simplement. Et là on est sur tes joueurs les plus capables de passer, c'est tes 3 stars en fait. Et C'est ça, et en plus, c'est pas non plus leur Et c'est qualité pas des première, monstres. tu vois. Et c'est pas des monstres là-dedans. Aucun. T'as aucun monstre, t'as pas de James. Tu vois, on avait un James Harden avant que Paul George arrive, là, il y a quelques saisons. Bah oui, lui, il pouvait Ah oui. facilement endosser ce rôle-là. Donc, mais là, le problème, c'est quoi? En fait, tu as recruté Paul George, c'était la bonne idée, parce que comme je disais tout à l'heure, ce qui te permet de te servir un peu de point de décompression pour tes 2 stars. Mais le problème, c'est qu'aussi, il a été recruté, j'ai l'impression, pour pallier à quand Joel Embiid ne serait pas là. Mais en fait, si c'était ça aussi l'idée, bah, c'est un peu une mauvaise idée dans ce cas-là. Enfin, je vais peut-être être un peu provocateur, mais alors c'était peut-être Jimmy Butler alors qu'il fallait prendre. Si tu voulais être performant C'est ça. dans les minutes sans Joel, c'était un joueur comme ça, beaucoup C'est plus ça. fort en fait au playmaking. Je suis Parce d'accord. que c'est clairement ce qui manque aujourd'hui. C'est clairement ce qui manque. Clairement. Clairement. Pour revenir sur ce que tu disais quand on avait James Harden, je viens d'y penser, mais oui, la fameuse saison où Maxi tourne à 42% sur ses pull-ups, C'est c'est ça. à côté de James Harden, hein. Est-ce Mm. que c'est un hasard? Je suis pas sûr. Et là, c'est la saison où on a aussi à peu près, il me semble, le meilleur pourcentage de 3 points de la ligue. Voilà. C'était pas Jojo avec Doc Rivers au coaching, mais bon, quand tu as un joueur qui fait jouer les autres aussi bien qu'un James Harden, bah ça aide forcément l'équipe à mieux tourner. Je pense que malheureusement, on arrive au bout de ce podcast et que c'est pas Jojo tout ce qu'on a dit, mais bon, on va revenir bientôt. Je sais pas, on n'a pas encore décidé si comment dire, si c'est un mensuel, si c'est une hebdo. Ce sera pas une hebdo, je pense, mais on va essayer de revenir rapidement. J'espère que cette première vous a plu. J'espère que cette première t'a plu à toi aussi, Matt, et je pense qu'on a passé un bon moment, qu'on a fait un Ouais, bon état des lieux des Sixers. Et puis, donc, nous, on se retrouve bientôt hein, dans ce nouveau podcast 76. On fera un nouvel état des lieux en espérant qu'il y aura des éclaircies la prochaine fois. Voilà. on Donc, espère, ouais. ciao Matt, ciao tout le monde, et puis à bientôt. Merci. Ciao. Salut.